Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours à l'aide de djelli, d'écrivains, d'historiens, de journalistes. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir quel héritage culturel transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Vous êtes toujours sur Djelia, notre histoire, notre héritage. L'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours. Pour permettre aux afrodescendants que nous sommes d'exhumer, de déterrer notre identité et de la reconstruire afin de mieux se l'approprier et de bâtir l'avenir, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir le personnage le plus emblématique depuis la naissance de Djelia. Et vous allez comprendre pourquoi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Je m'appelle Abdel Khadri Diallo, né au village de Khabourezaga, à la région de Kaes, au rive gauche du fleuve Sénégal. Je suis né en 1948 et ma famille s'est installée là-bas depuis des millénaires. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, je suis né dans un petit village dans lequel il se trouvait sur le fleuve Sénégal, on a dit. Les parents, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est après l'âge de 20 ans que je suis émigré pour venir en France. Donc, toute mon enfance, il est important de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est en enfance à cette époque-là. L'enfance en général là-bas, dans les villages à laquelle les gens sont dévoués à s'occuper, tout leur bien, tout leur avenir, c'est sur les enfants. Le bien-fait des enfants, les éducations, jusqu'à 20 ans. Mais après 20 ans, en général, tout le monde émigre. Et ceux qui ont la famille dans l'Occident ici, ils viennent ici, ceux qui ont la famille dans l'Afrique centrale, ils vont là-bas. Ben nous, il se trouvait qu'à l'époque, moi j'avais des familles ici. J'avais mes oncles ici et mes cousins aussi qui étaient là. Donc il était évident que nous, c'est automatiquement, on venait en France. L'objectif principal, c'est d'aller faire chercher mieux et surtout s'occuper de ce qui est derrière nous. C'est ça l'objectif principal. On n'a qu'un but de réussir, de s'occuper du village, s'occuper de la famille, à 100%, tous leurs besoins. Parce que nous n'avons aucun recours en dehors de nous-mêmes. Donc du coup, l'objectif, c'est de venir ici, améliorer leur situation, leur vie quotidienne. Toute la famille là-bas, on doit subvenir à leurs besoins, tout ce qui concerne les besoins matériels et médical, financier, tout ça, on doit s'occuper de ça à 100%. Voilà l'objectif que nous a ramené ici en France. Est-ce que tu peux nous informer du lien qui te lie à moi? Mais je suis ton père. Je suis ton père. Et je suis ton père. Ben, écoute, j'ai suivi les mêmes traces que mon père l'a fait pour moi. Toute son énergie, tout l'objectif de lui, c'est pour qu'il réussisse, il faut que moi je sois bien éduqué dans tous les domaines. Il m'a envoyé à l'école coranique pour m'en former. J'ai été formé à l'école coranique pendant 13 ans. Ensuite, quand j'ai fini, je ne finis pas, mais quand j'ai arrivé à 20 ans, j'ai arrêté l'école coranique. À ce moment-là, je suis venu en France. Donc, mon père, l'objectif qu'il a, c'est que je sois vraiment, vraiment formé dans tous les domaines, scientifiques ou éducatifs, tout ça. C'était ça. Si jamais j'échoue, c'est comme que lui qu'il a échoué, quoi. Alhamdulillah. Merci pour cette belle présentation et surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Nos auditeurs ne le savent pas, mais en fait, il a fallu négocier pour qu'on puisse bâtir cette interview. Et donc merci d'être là. Merci pour cette participation au projet Djelia. Alors, pourquoi est-ce que je choisis d'interviewer mon propre père aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, la plupart de ceux en tout cas, qui sont passés derrière ce micro ou qui passeront dans l'avenir, ce sont des personnes qui sont censées avoir une caution historique, une caution académique. Mais en réalité, si on y réfléchit plus profondément, qui mieux que notre entourage, à commencer par nos géniteurs, sont plus à même de connaître notre propre histoire personnelle? C'est la raison pour laquelle j'ai choisi effectivement de l'interviewer. Parce qu'il est clair que chacune de nos histoires sont uniques, mais en réalité similaires. La première question que je voulais te poser, papa, il y a de nombreux afrodescendants comme moi, qui sont évidemment issus de la diaspora, qui ignorent leur propre histoire. Que penses-tu de cela? C'est très important de savoir son histoire. C'est très, très important de savoir son histoire. Et il ne faut pas qu'on attend que ce soit les autres qui parlent de nos histoires à notre place. Ça, c'est capital. Notre histoire, il est capital qu'on sache, qu'on explique nous-mêmes notre histoire. Quand on regarde, moi, j'ai dit que je suis venu ici à l'âge de 20 ans, mais j'avais un objectif. D'abord de réussir. De réussir. Pour réussir à l'époque, c'était pas facile. Même dans toutes les situations, ce sera jamais facile, mais c'est pas facile. Mais j'avais une idée de réussir à ça. Ça, c'est. Il n'y a pas de condition. Il faut réussir, c'est tout. Le mot est simple. Il faut réussir. Si j'échoue, c'est un problème capital pour tout le monde. Parce que là, généralement, là-bas, les parents, quand ils ont un enfant, toute leur énergie, tout leur bien, ils les mettent à disposition de l'enfant pour qu'il réussisse. Et quand je suis arrivé ici, j'avais cette intention dans ma tête aussi de réussir à tout prix. Que ce soit le travail ou tout ce qu'on veut autour du travail, ça c'est une question simple. Je n'ai pas d'autres alternatives. C'est de réussir à 100% de bon, je n'ai pas fait des études en français, mais tout ce qui concerne le boulot, il faut que j'arrive à trouver mes voies pour que je puisse travailler normalement sans problème. Donc cela, alhamdulillah, j'ai réussi à faire en tout cas au moins le minimum. Alhamdulillah. Ce qu'on comprend dans ton propos, c'est que la réussite, c'est en tout cas c'est un mot indispensable à ton parcours. Tu veux absolument réussir et c'est avec ces valeurs-là que tu es venu en France. Mais qu'est-ce qui a pu t'animer dans ton parcours personnel pour pouvoir être aussi déterminé? Parce que je pense que c'est le mot qui t'anime dans ce que tu dis. Il faut réussir, c'est indispensable, c'est la réussite ou rien. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que toi, tu as eu des exemples autour de toi, des exemples, des personnages historiques, ou est-ce que tes ancêtres ont pu t'apporter en tout cas cette volonté de vouloir réussir? Qu'est-ce qui t'anime en fait? Mais les premières personnes qui m'animent, c'est mon père. Mon père, c'est un personnage assez connu dans les villages là-bas. Il est très, très influent, il est très connu. Et c'est lui qui m'a mis cette influence dans ma tête. Un homme doit réussir. Un homme, il n'a pas beau cette question, il dit un homme doit réussir. Parce que la réussite, c'est entre nos mains, et donc il faut l'appliquer. Quels sont les moyens qu'il faut pour réussir? En tout cas, faites ce que vous voulez, mais il faut réussir, il ne faut pas échouer. Parce que ça concerne la famille et puis le travail, tout ce qui va suivre. Il faut qu'on trouve les solutions pour réussir, mais ne pas échouer. Donc moi, j'avais cette même intention. Quand je suis arrivé ici, une fois que je suis marié, j'ai appliqué à 100% cette idée. Réussir. Non, il n'y a pas d'alternative. Réussir ou pas réussir. Non, j'ai dit il faut réussir. Donc c'est mon père qui m'a mis cette idée dans la tête et puis je l'ai gardée toute la vie. Si on regarde de plus près, en réalité, chaque individu, pour se former, pour évoluer, pour être solide, il a besoin de modèles. Et là, tu nous expliques que ton modèle, c'était ton père. Et ce modèle, il t'a animé jusqu'à aujourd'hui, et même après son décès. Paix à son âme. Mais nous, afro-descendants que nous sommes en France, nous avons également des parents. La question, c'est évidemment que ce sont des modèles. Évidemment qu'ils ont dû nous animer tous de valeurs. Mais, papa, vous savez exactement d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Nous, enfants de la diaspora, on a été transposés dans ce territoire sans maîtrise de notre récit. Est-ce que c'est pour cela que nous sommes moins déterminés et moins solides dans notre estime de nous-mêmes et dans notre identité? Tu penses que c'est pour ça? Non, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Parce que de l'environnement ici par rapport à nous, c'est pas pareil. Nous, tous nos modèles, on les connaît, ils sont sur place, on voit comment ils vivent, on voit comment ils ont réussi.
Comment ils ont réussi, le modèle est simple. Et parce que là-bas, on n'a pas droit à l'essai. À l'essai, on n'a pas le droit. Mais ici, en Occident, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a trop de modèles, il y a trop de choses à voir. Donc, quelquefois, on est un peu perdu. On mélange quelquefois les choses à laquelle elles sont fondamentales, d'autres qui ne sont pas très, très fondamentales. Mais nous, on n'a pas on n'a qu'une seule chose. Il faut réussir coûte que coûte. Donc, on a des gens qui sont sur place là-bas qui ont réussi. Ils se vantent pour ça. Donc, quand on a échoué, mais comment tu vas expliquer que j'ai échoué parce qu'il y a ci, il y a ça, il n'y a pas ça. Il faut réussir pour des raisons simples. Parce que là, actuellement, ici en France, il y avait trop de modèles. Quelquefois, on est un peu perdu. Parce qu'il y a trop de choix, on lui a donné trop de liberté, trop de choix, trop de choses à laquelle on ne peut pas, des fois, on a du mal à choisir entre les deux. Donc, le problème principal pour moi, c'est une question de choix. Nous, on n'a pas le choix de réussir ou d'échouer. On est obligé de réussir coûte que coûte. Quand on est marié, on suit les enfants, c'est pareil. On fait exactement la même chose que nous, on a pu faire sans franchir comment on peut dire, les mots, d'être ni violent, ni non. On essaie de lui dire la même chose que nous. On dit que voilà, la vie c'est comme ça, il faut se battre pour réussir. Quelles que soient les études, quel que soit le travail, il faut se battre. C'est tout. Donc ça, c'est une question simple. Et puis, ça réussit toujours. Donc cette rupture est peut-être un des symptômes de notre identité un peu fragilisée. Mais j'ai une question en lien avec cela. Alors, d'accord, tu es né en Afrique, tu as grandi là-bas, tu t'es construit, tu as eu des modèles. Donc tu as une assise identitaire qui n'est pas la même. Différente en tout cas de celle de la diaspora, une jeune génération que nous sommes. D'accord, très bien. Alors, mais une question. Ici, on est dans un environnement occidental où c'est différent. Mais toi, quand tu es arrivé en France, on t'a accueilli les bras ouverts? On t'a accepté tel que tu étais? La question se pose. Aujourd'hui, la question il se pose même aujourd'hui, mais là, avant, la question ne se pose pas comme ça. La question il se pose quand tu arrives dans un lieu à laquelle tu ne connais ni la culture, ni la langue, ni les modèles que tu peux te refaire à ça. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie ici. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais la chance d'avoir déjà des cousins qui étaient là. J'ai aussi un oncle qui était là également. Et j'ai regardé par rapport à cela comment ils se sont débrouillés pour s'insérer dans la société française. Ben, j'avais un oncle qui était là, il avait fait des études là-bas en Afrique, mais en français. Donc lui, j'ai regardé et puis j'ai suivi un peu ses modèles. C'est que comment il a fait pour réussir. Bon, ben, déjà, il est arrivé, il était déjà formé. Mais nous, quand on est arrivé ici, on ne parle pas un mot français. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, je vais demander conseil et je vais suivre un peu ce qu'ils ont réussi, comment ils ont fait. Ben, la première chose à laquelle je me suis référé, j'ai dit, bon, moi, la carrière, ce que j'ai à faire ici, je ne vais pas te manœuvre. Parce que les mots manœuvre, à ce moment-là, ça n'existait pas, mais en tout cas, avant, c'était... Ouvrier. Ouvrier, professionnel, tout ce que tu veux. C'était ouvrier. J'ai dit, moi, je ne vais pas, parce que c'est pas parce que je ne suis pas allé à l'école que je vais rester toute ma vie ouvrier. Donc, déjà, l'objectif, c'est de ne pas rester ouvrier. Donc, j'ai regardé comment on fait pour ne pas rester ouvrier, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation, à l'époque, déjà, c'était depuis que je suis arrivé. J'ai dit, je ne vais pas rester au bas de la selle. Non, j'ai monté, quelle que soit la raison, la solution, il faut que je trouve une solution pour grimper petit à petit jusqu'à la fin de ma carrière pour réussir. Déjà, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais un oncle qui m'a conseillé des choses à laquelle il faut faire. Il m'a dit, il faut faire des formations. Ben, j'ai dit, formation, je ne sais pas lire. Il a dit, mais il faut aller à l'école, les cours de soir. Comme ça, tu apprends comment noter les mots, comment faire ceci, comment faire ça. Donc, j'ai commencé à faire des cours de soir. Avec qui? Avec des copains. On avait des copains à l'époque, c'était les polytechniciens. Le soir, ils viennent nous rendre visite au foyer. Ils nous donnent des cours. Donc, on a des salles pour ça. Le soir, on va faire des cours de soir. Après le travail, on fait des cours de soir jusqu'à qu'on arrive à se déployer petit à petit. Après, on a commencé à faire des formations aussi, petit à petit. C'est ça que j'ai réussi à mettre en place. J'ai dit, je ne vais pas rester, en gros, comme on dit ici actuellement, parce qu'à l'époque, c'était ouvrier. J'ai dit, bon, ouvrier, il y a plusieurs catégories d'ouvriers. Donc, moi, je ne vais pas rester le bas des ouvriers. Donc, j'ai réussi petit à petit à m'insérer professionnellement jusqu'à la fin de ma carrière. Alors, tu sais, ce qui est impressionnant dans ta réponse, c'est que je t'ai parlé comment dirais-je, d'un fait, mais que tu as complètement mis de côté. Ma question, c'était comment tu as été accueilli, comment tu as ressenti cet accueil. Toi, tu as très bien compris la question.
mais tu n'as pas fait attention parce que quand tu es arrivé en France, tu étais tellement déterminé à réussir, tu étais tellement ambitieux que pour toi, ça ne te faisait ni chaud ni froid. C'est bien ce que j'en ai compris. C'est-à-dire que, tu vois, cette perspective, elle est vraiment étonnante. Donc, nos parents sont arrivés en France sans instruction pour la plupart, sans culture occidentale, sans formation. En tout cas, pas formation industrielle. Pour beaucoup, ils ont travaillé à l'usine. Mais malgré cela, ça n'a pas impacté leur ambition. Ça n'a pas impacté leur fierté d'être ce qu'ils sont. Et ils ont réussi à surpasser tout cela et à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire pour nous, pour moi, des véritables modèles. Alors, c'est quand même dingue. On arrive avec quasiment, sur le papier, pas grand-chose, mais en réalité, vous aviez l'essentiel. Nous avons peut-être tout, mais il nous manque justement cet essentiel. Et cet essentiel, c'est notre identité. Notre identité. Aucune formation, aucun individu ne pourra se construire s'il n'a pas d'identité. Et pour pouvoir justement reconstruire cette identité, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous donner des exemples dans l'histoire, dans notre histoire respective, de personnes qui ont contribué à l'histoire de France? Non, même la première question que tu m'as posée, que je suis passé à côté pour savoir si on est bien accueilli ou pas, la question ne se pose pas comme ça à l'époque. La question aujourd'hui, ça se pose parce que pourquoi ils ne disent pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Non, à l'époque, on ne pose pas de questions. En tout cas, moi personnellement, je n'ai jamais posé de questions comme ça. J'ai simplement dit que je suis là pour un objectif. Et je vais l'étendre coûte que coûte. Le reste là, tout ce que les gens pensent de moi et qu'ils font de moi, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce que tu fais, que les gens te regardent avec, et que tu fais ce qu'ils voient. C'est ça qui est important pour moi. Donc, je suis déterminé pour réussir avec ou sans que les gens soient au bras ouverts ou pas. C'est vrai que ça n'a pas été toujours comme ça. Les bras ouverts, c'est au moment où je suis arrivé dans les activités que là, on peut sentir qu'il y a des endroits dans lesquels ils sont réticents. Donc, ils veulent le garder. Bon, parce que moi, je sais que j'avais déjà l'objectif, sérieusement. J'ai dit, je ne vais pas rester dans cette base-là à l'époque. Et tant que tu fais un boulot qui les arrange, qu'ils ne vont pas rester, ils ne vont pas te changer de boulot, du ce ça. J'ai déjà donné une interview sur ça. Moi, mon objectif, ce n'est pas parce qu'il me plaît ou que je le plais ou pas. Moi, j'ai dit, je vais réussir de ce que j'ai à faire et je le fais. Que les gens, ils le veulent, ils ne le veulent pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est que j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Et même si au départ, les gens ne veulent pas, et à la fin, ils seront obligés de se mettre, comment dire, à accomplir, quoi. Donc, c'est ce que... La question, en tout cas, ne me posait pas pour moi, à savoir que si les gens ils m'ont accueilli bras ouverts ou pas, tu sais que ça n'existait pas à ce moment-là. Ça n'existait pas, les bras ouverts en étranger, quel que soit les pays, tu ne seras jamais accueilli bras ouverts. Selon tes déterminations de ce que tu fais, que les gens apprécient au fur et à mesure que tu fais ce que tu es en train de faire et que les gens t'apprécient. Mais pas automatiquement comme les gens ils veulent actuellement. Quand on arrive ici, on dit Bismillah, salam alaikum. Non, c'est pas ça. Il faut faire son trou. Donc il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Tu ne comptes pas sur les gens pour faire la popote. Non, tu fais toi-même ta popote. Et bon, pas bon. En tout cas, c'est à toi de faire. Franchement, je ne me suis même pas posé une question comme ça une fois ou deux fois pour dire que est-ce que les gens nous aiment ou non. Ben non, moi, ces questions ne passent même pas dans l'esprit. Moi, j'ai fait mon boulot. J'ai essayé de réussir à coûte qu'à coûte et le reste, c'est pas... Si tu fais ce qu'il faut, t'inquiète pas, tu vas réussir, c'est tout. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, il ne faut pas croire que même si les gens t'applaudissent, ça sera un petit moment, mais après, ils vont dire attends, on passe à autre chose, quoi. Et est-ce que toi, tu as dans ton exemple, dans nos ancêtres qui nous ont précédés, des exemples en fait de personnes dans notre histoire africaine, de personnes qui ont contribué à l'histoire de France? Bien sûr. Moi, mon grand-père s'appelle Slimane Diallo. Il était militaire, sous-officier. Il est sorti sous-officier. Et ici, dans les Premières Guerres mondiales. La Première Guerre mondiale s'appelle Slimane Diallo. Il est de Khaboul Diaga. Il est sorti sous-officier dans la guerre de 1914-18. Donc mes parents, mon père, mon oncle, le grand-oncle ici, il est venu ici en France depuis en 1938.
Il a réussi ici, il est resté ici un bon moment. Ensuite, il est retourné au Sénégal parce qu'il était installé à Dakar. Mais tous mes parents, ils ont fait la France. Mon père, ses 3 frères, ils ont tous vécu en France un bon moment. Et ensuite, ils sont retournés au Mali. C'est mon oncle qui était là depuis en 1938. Il est resté ici. Bon, il est rentré un peu au Sénégal. Après l'indépendance, il est revenu ici jusqu'à la retraite. Nous, en gros, on était. La France n'était pas étranger pour nous. On était familiarisés avec l'aller-retour en France. D'accord. Alors, l'information que tu nous donnes, elle est vraiment importante. Je tenais à te poser cette question, parce qu'en fait, si on y réfléchit de plus près, si on s'y intéresse de plus près, on se rendra compte que lorsqu'on interroge nos anciens, nos parents et nos grands-parents, pour ceux qui ont la chance d'avoir des grands-parents encore en vie, ils se rendront compte que nous avons dans notre lignée des héros. Et quand je dis des héros, ce sont vraiment des gens qui peuvent nous inspirer. Là, tu nous dis que ton grand-père paternel, d'accord, a fait la guerre de 1914 et 1918 en France. Et donc, et tu nous dis également que ton père et tes oncles ont également, ils sont venus en France. Ils ont travaillé sur le territoire français, d'accord. Alors, si on s'intéresse de plus près à ton grand-père, qui est en fait mon arrière-grand-père à moi, donc Silima Diallo, il a fait la guerre de 14-18. Et ça, tu l'as appris quand, ça? Là, depuis. Tu t'en rappelles est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais quand tu as appris cette information? Là, j'avais 15 ans. 15 ans. Donc toi, quand tu as eu cette information, tu avais 15 ans, d'accord. Moi, quand tu m'as appris cette information, j'avais déjà passé 40 ans. Donc on en revient un peu à la case départ. Comment dirais-je? La connaissance de soi, la connaissance de sa propre personne est indispensable à sa réussite personnelle. Si moi j'apprends à plus de 40 ans que parmi mes ancêtres, il y a des officiers militaires qui ont œuvré pas seulement pour la France, parce que lorsque la guerre mondiale a éclaté, c'était l'ensemble des nations qui étaient menacées. L'ensemble des nations qui étaient menacées. Et donc cet honneur qu'il a eu, ce courage, le fait de le savoir, je pense que ça apporte quand même du crédit. On se regarde différemment, et non pas avec mépris pour les autres, mais il faut qu'on comprenne que il ne s'agit pas de dire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes comme les autres. Lorsque tu as appris cette information, qu'est-ce que ça t'a fait? D'ailleurs, qui te l'a apprise déjà? Qui t'a appris cette information? T'as posé la question? Non, mon père. Mon père m'a appris que c'était mon grand-père, il était officier. Parce que à l'époque, quand il y a les officiers qui viennent de la guerre, bon, il y a des honneurs en même temps, ils ont quelques privilèges. Voilà, quelques privilèges dans lesquels les gouvernements, à l'époque c'était les gouvernements français qui étaient là-bas, c'est les colons. Donc ils ont quand même quelques privilèges qu'ils leur donnent. On ne parle pas financièrement, mais en tout cas, sur le terrain, ils sont un petit peu reconnus pour certains nombres de choses à laquelle ils sont attribués comme ça. Donc tous les anciens combattants dans la région, ils se connaissent, ils ont tous les 3 mois, ils vont à CAI pour toucher leur pension. En même temps, ils ont un privilège qu'on sait que ceux-là, ce sont des anciens combattants. Donc il n'y avait pas beaucoup d'officiers, il y en avait 4 officiers seulement dans la région, là-bas il y avait 4 officiers, 6 officiers. Mais quand mon père m'a expliqué ça, il m'a dit que ton grand-père était sous-officier pendant la guerre comment ça s'appelle? 14-18. Donc il m'a donné un peu les détails de ce qu'il faisait là-bas, ce qu'il avait comme honneur, tout ça. J'ai dit, mais c'est bien. Mais moi, je ne voulais pas être soldat. Moi, j'ai dit, la guerre, ce n'est pas mon dada. Parce que les problèmes principaux de celle-là, on les oublie. Parce que moi, j'ai su ça trop tôt. J'ai su ça trop tôt que quand il arrive à faire la guerre pour un pays, une fois que la guerre est finie, les héros, on les oublie. Ça, j'avais déjà ça en tête avant, à ma part. Je ne dis pas quelle date, mais je connais ça. J'ai su ça très longtemps, très tôt. Que j'ai dit, moi, les problèmes de. Celle-là, ça ne m'intéresse pas. La carrière militaire, c'était pas non, non, j'ai dit, celle-là. Quand il y a des problèmes, ils sont là, ils sont là, ils te félicitent, de drapeaux partout. Mais dès que c'est fini, on les oublie. Bon, j'ai raison de ça quand j'ai regardé quelques années plus tard. J'ai vu que les anciens combattants, que ce soit là, américains, tout ça, beaucoup, ils sont devenus clochards. J'ai dit, mais j'avais pas tout faux.
J'ai dit ça de ce côté-là, non, moi je veux réussir, c'est le domaine dans lequel c'est plus facile pour moi. Parce que là, l'effort qu'on a à faire pour réussir ici, c'est l'effort personnel, individuel. Mais je ne vais pas compter sur un État, sur une raison pour réussir. Non, j'ai dit, moi, c'est comme c'est individuel, chacun doit faire ses efforts pour réussir sa vie. Et j'ai dit, moi, je vais faire ça. Le reste, je ne me suis pas occupé. Donc, j'ai dit, je vais faire ça, la même chose que pour mes enfants. Quand ils seront là, si je suis vivant, tant que je suis là, je ferai tout pour qu'ils suivent le chemin dans lequel j'ai travaillé, que mon père il m'a pas tracé, mais qu'il m'a montré que c'est la meilleure des choses. On doit compter sur soi-même pour faire les choses dans lesquelles on se tient, quoi. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant que et ton père a été visionnaire de te donner cette information à l'âge de 15 ans. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il t'a dit ça à ton âge? Pourquoi il t'a expliqué ça? Parce que pour nous, parce qu'ici en Europe, en Occident, le mot réussir, c'est des mots, c'est comme sur le papier, quoi. Mais nous, si nous, le mot réussir, c'est-à-dire que les gens, ils disent, nous devons réussir. Il te disait ça, ton papa? Il dit, on devait réussir. Parce que pourquoi on devait réussir? Parce qu'il va commencer par dire, voilà, ton grand-père, il a fait ça. Mon père, parce que celle qu'il a fait, mon père, je l'ai vu. Je l'ai vécu et je sais très bien ce qu'il a fait. Donc, on doit réussir. Il donne des exemples. Un exemple comme ça, comme pour mon père. Un modèle. Un exemple. Voilà, ton grand-père, il est devenu sous-officier. À l'époque, sous-officier, c'était pas n'importe quoi. C'est très, très difficile. Parce que là, les racismes aujourd'hui, parce que ça se voit sur le papier, parce qu'on peut raconter n'importe quoi, mais à l'époque, c'était pas ça. Parce que pour réussir à l'époque d'être sous-officier, il faut qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, il faut que vous soyez toujours devant. Première ligne. Mais jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, c'est encore pire. Parce qu'à l'époque, pour réussir d'être sous-officier, tu as la chance de rester parmi les vivants. Mais sinon, en général, tous ces braves gars sont tombés. Donc, lui, il a réussi dans ce domaine-là. Il dit notre domaine principal qu'on a aujourd'hui pour réussir, c'est individuel et c'est fait de faire des efforts. Et ça là, il n'y a pas de. Pour lui, enfin, même pour moi, pour ne pas réussir aujourd'hui, je n'ai accusé personne. Que c'est ça même, quoi. C'est qu'il y a à faire, on le fait, et puis c'est tout. Ça, j'ai l'exemple comme ça, je l'ai lu depuis 15 ans. Quand il m'a expliqué la situation de mon grand-père, mais bon, celle de mon père, je le connais déjà parce qu'il est très connu dans le village. Il est très respecté, il est respectable, tout ça. Donc, cela, c'est. En plus, on n'a pas. On est là-bas, sinon, on n'a pas le droit, quand tes parents ils sont bien, que toi, tu viens foirer. Ah non, ça, c'est. Non. Que quand tes parents sont bien, que toi, tu deviennes? Tu es n'importe qui, quoi. D'accord. Si tes parents sont dignes ou respectueux et respectables, non, tu dois faire encore mieux qu'eux. Mieux qu'eux, mais en tout cas, tu ne seras pas en bas de l'échelle. Tu ne peux pas être en bas de l'échelle. Non, ça, c'est. Non. Jelia.